Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber. Beaucoup de choses peuvent se passer au milieu de nulle part et mes flics de province sont... Laurent Vachaud basé sur une histoire vraie. Philippe Sedbon. Yeah, you betcha. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Fargo sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour partir dans la Sibérie avec des fast-food en plus. C'est ainsi que les frères Cohen décrivent leur Minnesota natal et pour parler ensemble de leur chef-d'œuvre Fargo de 1996. Mais avant tout, un rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec tous les 15 jours une fantastique vidéo de Romain Lenhoff. Et maintenant, Philippe, Scheherazade moderne qui survit une nuit de plus de podcast en podcast, nous raconte le pitch, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Dans le Minnesota, un vendeur de voitures un peu minable organise le kidnapping de sa propre femme pour extorquer une rançon à son riche beau-père. Mais Marge, la fliquette du patelin, enceinte jusqu'aux yeux, se doute qu'il y a embrouille. Et l'histoire dégénère jusqu'au carnage. Darn Tootin'. Et maintenant, Laurent nous emmène dans la toundra du Nord Dakota avec la genèse du film. Alors, la genèse de ce film, alors ça, il faut le replacer dans la carrière des Cohen. Hein. Les Cohen sont des types qui ont commencé leur carrière à la fin enfin plutôt dans les années 80, au début des années 80, Blood Simple, Arizona Junior, Le Grand Saut. Et donc Le Grand Saut, qui était un film qui est le film précédent, hein, donc qui était un film extrêmement cher en studio avec des effets spéciaux, avait pas marché du tout. Hein. C'était un film produit par Joel Silver, le producteur des gros films d'action genre Arme fatale, des choses comme ça. Et donc il voulait revenir à quelque chose de plus modeste, hein, dans tous les sens du terme. Et il voulait faire un thriller et le faire dans une région qu'il connaissait bien. Hein, puisqu'ils sont assez familiers, je crois, de cette région du Minnesota, et notamment même du bled de Fargo, je crois. Alors, bizarrement, le film se passe à Brainerd, hein, c'est un film. Et ils ont appelé ça Fargo, ils ont juste dit parce que ils trouvaient que ça sonnait mieux, hein, qu'un film qui s'appellerait Brainerd. Et donc ils ont combiné tous ces éléments avec le goût de faire quelque chose qui se passait dans la neige, dans ce pays du Minnesota, et quelque chose de beaucoup plus économique que le film d'avant, même dans la façon de filmer. Hein, on peut regarder que c'est un film qui est relativement simple dans sa façon de mettre en scène. Hein, c'est des plans fixes souvent, des découpages assez simples, vraiment tout l'opposé du film précédent, Le Grand Saut. Et alors ils disent que c'est basé sur une histoire vraie. Bon, c'est pas vrai. Hein. C'est-à-dire il y a quelques éléments, je crois, qui sont piochés dans des histoires vraies, plusieurs, mais ils ont quand même complètement inventé. Donc l'espèce de carton qu'on voit au générique, du genre c'est une histoire vraie, mais on a changé les noms, machin. Bon, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein. C'est une manière de jouer avec l'appellation basée sur une histoire vraie qui fait que les gens regardent ça en général différemment. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, oui, au départ, ils ont dit que c'était basé sur une histoire vraie. Ensuite, ils sont revenus beaucoup dessus. C'est le côté un peu iconoclaste des frères Cohen qui aiment bien jouer aussi avec leur public. Et je voudrais parler un petit peu avec Philippe d'un truc qui marque tout ce film et qui est le Minnesota Nice, qui est cette espèce de patois, de jargon en fait que parlent les gens de la région, et qui est une façade en fait, qui est une arme en fait, et avec laquelle tu masques tes émotions, ouais. Ce qui est très américain, hein, en général. Moi, j'avais été très frappé la première fois que je suis allé à Los Angeles, par exemple, de voir l'énorme sympathie qu'avaient toutes les vendeuses dans les magasins, les serveurs, les machins. Hey, how are you? Façade. C'est American Nice, quoi, tu vois, c'était vraiment... Bon, et puis en plus, là, dans le Minnesota, visiblement, il y a une espèce de population issue de la Suède, de la Norvège, etc. Donc, il y a une façon de prononcer. Ils disent pas « yeah », ils disent « ya ». I'm Mrs. Gunderson. I have a reservation. Yep, you sure do, Mrs. Gunderson. Absolument. Oh, yeah. Oh, yeah. 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 Et ça rend encore plus les choses nunuches, tu vois, un peu crétin comme ça. C'est très marrant, ce Minnesota. Et ce qui est drôle, c'est que le bien se cache derrière ce Minnesota Nice avec Marge. You never done this before, but seeing as it's special circumstances and all,
He says I can knock $100 off that True Coat. Et le mal aussi, avec, avec Jerry, qui est un personnage absolument dégoûtant. You lied to me, Mr. Lundgaard. You're a bald-faced liar. On a ce patois qu'ils ont été obligés d'apprendre pendant... D'ailleurs, la coach, tu sais, qui fait le dialecte, c'est fait une des deux prostituées qui couche avec Buscemi, je crois, et c'était elle qui coachait tout le monde sur le plateau. Et c'était quand même... Parce qu'il fallait pas tomber dans la parodie, dans la caricature. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé parce qu'ils ont cru que les frères Coen se moquaient un petit peu de cette population. Mais pour terminer sur la Suède, c'est que Peter Stormare, qui est suédois et qui était un acteur de Bergman, qui avait joué Hamlet pour Bergman, visitait toutes les villes alentours qui avaient des noms suédois et il disait qu'ils étaient presque plus proches des traditions suédoises qu'en Suède même, si tu veux. Where's Pancake's house? What? We stop at Pancake's house. Mais Laurent, c'est plus tout d'un coup dans la veine de Blood Simple. Il repart dans cette espèce de polar noir. Oui, puis il y a aussi des thèmes comme le kidnapping, tout ça, qui sont des thèmes qu'on a déjà vus dans certains de leurs films. Donc, ils essayaient, je pense, de revenir à quelque chose de plus familier, enfin, qui correspondait peut-être plus à ce qu'on attendait d'eux. Mais je sais qu'à l'époque, quand ils avaient donné ce scénario-là, enfin, les gens de leur équipe pensaient que c'était pas du tout un truc qu'ils devraient faire, quoi. C'est-à-dire, parce qu'après l'échec du grand saut, ça paraissait sur le papier une histoire un peu glauque, un peu noire, tu vois, pas du tout un film qu'on fait après un échec commercial, tu vois. Ils pensaient qu'ils auraient dû faire un film plus grand public, et en fait, ça a été un énorme succès. Un énorme succès avec des Oscars à la clé, en particulier pour le scénario original, et également pour Frances McDormand, très très mérité. Mais c'était Sam Raimi, leur pote Sam Raimi, qui avait écrit le scénario de Hudsucker Proxy avec son frère, et on ne va pas dire que c'est son point fort, le scénario, d'une certaine manière. Et le film s'en ressentait un petit peu. Ce qui est marrant, c'est que Sam Raimi a fait après un film qui s'appelle Le Plan Simple, je crois. Oui, qui est très inspiré. Fargo, mais qui est pourtant tiré d'un best-seller, qui était un énorme best-seller aux États-Unis, que moi j'avais lu d'ailleurs. Mais il y a quand même des points communs entre les deux. Mais le film est pas mal d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça donnerait presque naissance à un genre de cinéma. On a vu récemment un ours dans le Jura. Moi j'avais été déçu quand même. Quand j'avais lu le bouquin était vraiment beaucoup mieux. Ah, peut-être. Ça faisait sous Fargo quand tu voyais. Ouais, mais de toute façon, c'est compliqué de passer avec une histoire similaire après les frères Coen qui font un tel chef-d'œuvre. Et c'est vrai que Sam Raimi vivait avec eux à Los Angeles. Ils avaient une espèce de condominium où ils habitaient tous. Il y avait les frères Coen, il y avait Frances McDormand, il y avait, je crois, Kathy Bates avec eux aussi. Mais ils étaient surtout amis dans le Minnesota. Ils viennent à peu près de la même région. Et Sam Raimi est venu leur demander conseil pour un plan simple, pour savoir comment tourner dans la neige. Et les frères Coen l'ont simplement regardé, et ils ont éclaté de rire, c'est tout. Genre, c'est ça qu'il allait vraiment beaucoup souffrir, toi. The drive-in is closed. C'était Joel Cohen qui était monteur sur les films, je crois, de Sam Raimi. Il avait monté le film qui s'appelle Evil Dead 2, je crois, peut-être. Vraiment un de ses meilleurs, mais il était monteur. Tu connais l'histoire de Roderick James, Philippe ? Non. C'est le pseudonyme que prennent les Coen, qui sont les monteurs de leurs propres films, mais tu n'as pas le droit de cumuler les casquettes en Amérique. Donc ils font leur propre montage, mais ils ont pris le pseudonyme, et ils voulaient, s'ils avaient gagné l'Oscar pour Fargo, leur plan c'était d'envoyer Albert Finney, qui jouait dans Miller's Crossing, déguisé et jouant le rôle d'un vieux monteur anglais qui fraîchit tout le monde, tu vois. Et finalement, ils ont eu peur. Vous savez qui c'est, Roderick James ? Non ? Quand Kubrick a fait circuler le scénario de Barry Lyndon s'appelait Roderick James. Il avait changé tous les noms. Et la comtesse de Lyndon s'appelait Lady Cosgrove, parce qu'il avait tellement peur qu'on lui pique le matériau et que la télé fasse une adaptation cheap, tu vois, qu'il avait changé absolument tous les noms. Et donc, Redmond Barry s'appelait Roderick James. Mais d'ailleurs, on sent à travers le film et à travers l'œuvre des Coen leur amour pour Kubrick. J'ai vu leur liste de 30 films préférés. Il n'y a que Lolita, je crois, de Kubrick dedans non, Dr. Folamour, pardon. Il y a beaucoup de films de Polanski, ça t'aurait fait plaisir, Laurent. Mais surtout, Polanski leur a donné la Palme d'Or quand il était président du jury à Cannes. C'est lui qui a donné la Palme à Barton Fink, et qui avait même donné, je crois, 2 prix. Il avait donné un autre prix en plus. Ah ouais. La Palme d'Or à Barton Fink de Joel and Ethan Coen. Dans la liste des Coen, il y a un couteau dans l'eau, il y a quasiment tous les films de Polanski.
Par rapport à Kubrick, il y a beaucoup de références dans le film, en particulier quand Buscemi dit qu'il voudrait faire une partie de In and Out avec la prostituée. Tu sais, c'est une référence directe à Alex Delarge. Et on se demande un petit peu comment ce type du Minnesota, cette espèce de petit voyou, a vu Orange Mécanique, ou en tout cas le référence comme ça dans un bar. On sent que c'est plutôt les frères Cohen eux-mêmes que le personnage. Alors, ce qu'il y a de proche de Kubrick dans Fargo, plus précisément, c'est cette espèce d'enchaînement inéluctable, c'est-à-dire de montrer comment un petit truc va déraper et prendre des proportions jusqu'à devenir quelque chose d'apocalyptique. Alors là, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas les explosions atomiques à la fin, mais de voir comment un petit incident, un espèce de plan soi-disant bien préparé, hein, ça c'est très kubrickien comme The Killing, tout ça. Il y a un grain de sable et ce truc se met à dérailler et ça provoque un carnage, quoi. C'est-à-dire, hein, que ce soit dans The Killing ou Docteur Folamour, on voit bien cette espèce d'enchaînement inéluctable des catastrophes, quoi. Et là, c'est très propre au Cohen. C'est qu'il y a un élément en plus par rapport au film de machination qui partent en morceaux, c'est qu'en plus tous les protagonistes sont des abrutis. Oh, you betcha, yeah. Yeah. Très Cohen. Non mais c'est vrai, c'est vraiment... Sauf elle, sauf Marge, bien sûr. Sauf Marge, mais qui est un peu... Bon, qui est pas non plus le couteau le plus affûté du tiroir, mais qui est quand même la mieux. C'est quand même oui, c'est-à-dire qu'elle a comparé son personnage à Columbo et à une série télé que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cagney et Lacey, avec deux femmes flics détectives. Et en fait, c'est vrai qu'elle arrive au bout de 32 minutes, j'ai calculé, c'est un peu le moment où Columbo fait son apparition. On voit d'abord tout ce qui se passe. Et, ce qui est très marrant dans la façon dont c'est fait, là, la caractérisation du personnage de la femme, là, de Marge, le détective, c'est que bon, t'as effectivement cette première partie est très longue, hein, plus d'une demi-heure, où on voit que le mec qui a préparé le mari, qui va voir les mecs, et cette espèce d'horrible tuerie, où t'as le flic qui est tué, après les mecs qui poursuivent la voiture, qui tuent 2 personnes. Enfin bon, tu te dis, putain. Et quand tout d'un coup tu coupes et que tu vois cette femme qui dort dans son lit avec son gros mari, qui a le coup de fil, genre faut que tu viennes et tout, tu vois la femme est enceinte, parce que dans le plan d'après on la voit dans le petit déjeuner, on voit qu'elle se lève, on voit qu'elle est enceinte. Le spectateur se dit putain, mais comment cette femme, tu vois, enceinte, va être confrontée à ces espèces de monstres qu'on a vus avant, tu vois. On se dit elles vont en faire qu'une bouchée. Mais ceci dit, tu as raison, c'est peut-être pas une si bonne flic que ça, parce qu'elle est quand même mariée au Zodiac Killer, sans le savoir. I'm not the Zodiac. And if I was, I certainly wouldn't tell you. C'est surtout après, quand tu la vois arriver sur les lieux de l'accident, enfin de l'endroit où les flics ont été tués, hein, ce qui d'ailleurs provoque un gros changement, parce qu'il y a un truc intéressant sur la manière dont les paysages sont filmés la nuit et le jour. C'est-à-dire que comme l'accident et la tuerie, ça se passe la nuit, quand tout d'un coup tu découvres l'endroit de jour, ça fait une autre sensation. Mais surtout après, elle est capable, avec genre les marques des pneus, machin, elle te reconstitue exactement ce qui s'est passé. So we got a trooper pull someone over. We got a shooting. These folks drive by. There's a high-speed pursuit. Ends here, and then this execution type deal. Bon, bah, il y en a un qui là, il a été tué, la voiture est partie. Et en fait, ça produit chez le spectateur, à ce moment-là, tu te dis, ok, on est en de bonnes mains, quoi. C'est-à-dire, on se dit tout d'un coup, ce personnage-là est tout à fait apte à lutter avec les débiles qu'on a vus avant, tu vois, parce qu'elle est quand même beaucoup plus intelligente et elle a donc une chance de les coincer. Parce que au départ, surtout pas le cas quand tu vois cette... elle a surtout un formidable bon sens, je crois. Tu vois, c'est pas une enquêtrice de génie, mais elle voit les choses, elle les relie entre elles. Elle va au plus simple et c'est souvent la vérité, quoi, tu vois. Ce qui nous amène sans plus tarder au casting avec Philippe Sedbon comme le pain. C'est comme ça qu'on dit Minnesota Nice en français. C'est à toi. Alors, numéro 1, évidemment, Frances McDormand, dont on vient de parler. Oh, yeah. Yeah. Pour moi, j'ai un lien émotionnel avec elle parce que je la voulais absolument pour mon film Mr. Frost. Ah ouais. Et qu'elle avait accepté de le faire et que je l'avais eu plusieurs fois au téléphone, qu'elle avait influé un peu sur le scénario, etc. Et elle était très impatiente de venir, de tourner avec Goldblum et tout. Et moi, j'étais absolument enchanté de travailler avec elle parce qu'elle était brillante, drôle, simple. Tu l'as rencontrée dans la vie ou vous aviez simplement communiqué par téléphone? On a eu pas mal de coups de fil, mais on ne s'est jamais rencontrés. Ok.
Et un jour, elle m'a appelé pour me dire qu'elle voulait plus faire le film. Elle pouvait plus faire le film parce que son mari préparait Miller's Crossing Ouais. et il lui avait demandé de pas le laisser. C'est De déjà rester bien, avec tu sais que c'est formidable humainement qu'elle t'ait appelé, qu'elle l'ait pas fait faire par un Ah oui, agent. oui. Ouais, Elle est tout à fait comme ça. Enfin, en Ouais, tout cas, à ouais, l'époque, ça, elle était tout à fait ça comme dit ça. beaucoup sur quelqu'un, ça, ouais, effectivement. Mais Ouais. C'était I'm so sorry, etc. Et c'était vraiment, elle était charmante. Elle jouait pas dans Miller's Crossing. Non, mais il voulait qu'elle reste avec lui. Mais ce Parce qui est drôle, qu'il c'est qu'au était départ, elle angoissé, n'était pas très. Pour terminer sur elle, au départ, elle n'était pas très chaude pour faire le film parce qu'elle voulait changer de registre, elle voulait commencer à jouer des serial killers, des femmes un peu plus sombres. Et en fait, elle a dit ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie parce qu'elle a gagné l'Oscar et ça lui a donné une carrière. Et elle était déjà mariée à Joël à l'époque. Ouais, bah ouais, c'est ça, puisque c'est lui qui lui a demandé, ouais. Ah, c'est Et, ça, ouais. Bon, donc ça, c'était le côté perso, anecdote rigolote, mais autrement, à Ouais. l'époque, elle avait 39 ans. Elle avait une petite carrière derrière elle, mais c'était pas, c'est ce rôle-là qui l'a complètement iconisé. Copy. There's the car! There's the car! Et elle avait tellement aimé le personnage qu'elle avait voulu faire une série avec elle, la développer en série, où elle aurait tenu le rôle de Marge, avec des histoires criminelles, etc. Ça s'est pas monté. Il a fallu attendre 2014 pour qu'il y ait une série sur Fargo, mais pas avec elle. Ouais, il y a eu un pilote avec Eddie Falco. Eddie Falco, c'est ça? Entre autres, il y a eu, je crois pas que c'était Eddie Falco, mais Si, il y a eu un pilote qui a été tourné avec Eddie Falco dans le rôle de Marge et qui n'a pas vu le jour. Et ensuite, effectivement, comme tu dis, il a fallu attendre que ça passe en série. Et il y a eu plusieurs saisons dont on va parler. Dans chaque saison, il y en a eu 5 saisons. Il y a eu des avatars de Marge, mais qui n'étaient pas aussi rigolos, aussi touchants, aussi attachants, pas du tout. Mais et en plus, elle passait plutôt à l'arrière-plan. Ça fait penser, tu sais, quand ils avaient adapté Dans la chaleur de la nuit et que tu avais un autre acteur que Rod Steiger, il était pas mal, mais c'était quand même pas ça. Non, c'était pas ça, non. Donc elle a tourné 70 films, mine de rien, et elle alterne sans arrêt les rôles en vedette, où elle est généralement fantastique, comme Three Billboards et quelques autres, et les seconds rôles. Elle accepte des très seconds rôles, des petits rôles, et des fois des caméos, enfin des passages comme ça. Donc elle a une carrière assez riche, mine de rien, et elle vieillit très bien. Elle s'est pas touchée, elle a pas fait de lifting, elle a cette gueule formidable, ce sourire et tout. Donc Frances McDormand est une immense actrice. Ah, j'adore, c'est des actrices comme Emma Thompson, effectivement, qui vieillissent magnifiquement et qui sont très très touchantes. Je voudrais juste dire aussi qu'ils font, après le bid de Hudsucker Proxy, ils font ce film, il y a une espèce de motif, parce que quand ils ont fait Lady Killer, ce tueur de dames, qui était pas très bon avec Tom Hanks, ensuite ils font No Country for Old Men. Donc à chaque fois, tu as une espèce de ralentissement. D'ailleurs, dans la première saison, dans la première saison de la série, Fargo, il y a un personnage qui est joué par Billy Bob Thornton, qui joue un espèce de tueur malade mental et qui est calqué sur Javier Bardem dans No Country for Old Men. Donc il mélange tout l'univers de Cohen dans Fargo. Tu vois, c'est très marrant. Ils font un melting pot comme ça. Intéressant. Mais Laurent, tu n'as pas trouvé que le personnage de Peter Stormare, Gaër Grimsrud, un merveilleux nom d'ogre, est un peu précurseur également de Anton Chigurh, rien que les noms. Oui, enfin, il fait vraiment peur parce qu'il est complètement abruti, quoi. Si tu veux, c'est la bêtise, tu vois, incarnée quasiment, le mec. C'est une version maléfique des souris. C'est une version maléfique des souris et des hommes, les deux. C'est ça qui est étonnant. Le côté peroxydé en plus, tu vois, improbable. La première scène où on voit, tu sais, où t'as William Macy qui vient les voir au troquet pour prendre contact. Il y a l'autre, Buscemi, qui est menaçant, qui est antipathique, qui est plutôt brutal, comme ça. Et t'as l'autre qui a la tête en arrière, une clope qui pend au bec, comme ça, et l'œil mort. I'm Carl Showalter. This is my associate, Gaër Grimsrud. Yeah, how you doing? Et c'est lui qui fait peur. C'est ça qui est fantastique, c'est que tu le regardes sans arrêt et t'as peur. Moi, je crois que c'est le premier film où j'ai vu à la fois William Macy, si je me souviens bien, où j'ai vu Peter Stormare, parce que j'avais pas vu le film de Bergman dans lequel il jouait. Et Buscemi, on l'avait déjà vu, mais Macy et l'autre, là, je crois que c'est les premiers films, moi, où je l'ai vu.
Moi aussi, mais on peut parler un petit peu de Messi parce qu'effectivement, c'était pas le premier choix. Messi, il avait pas fait grand chose à l'époque, et c'est ça toute la force des frères Cohen. Ça me rappelle ce que fait Vince Gilligan quand il caste Bryan Cranston au lieu de Matthew Broderick, qui vont avec quelqu'un, alors qu'au départ, il pensait à Bill Pullman, qui était plus un nom que Messi, mais qui nous aurait peut-être pas permis une même identification, parce que Messi, on savait, voilà. Ouais. Messi est fantastique parce dès sa première apparition, c'est la ringardise incarnée. Yeah, no, I'm sure you are. Shep vouched for you and all. I got every confidence here in you fellas. C'est-à-dire, tu sens qu'il est con, tout de suite, tu sens que ses plans sont voués à l'échec, dès qu'il parle, il est maladroit, et il est bordélique, c'est un personnage extraordinaire, c'est-à-dire... et le premier face-à-face avec Marge, Mr. Lundegaard? qui vient l'interroger, en plus je ne pense pas qu'elle le soupçonne à ce moment-là, il est tellement paranoïaque et bête qu'il arrive à se rendre suspect en 3 phrases, quoi. Et c'est ce que fait Messi, c'est prodigieux. Extraordinaire. Et puis il pense que son Minnesota Nice dont nous parlions va le protéger, mais en fait pas du tout. Il se barre en couille tout de suite, et tout ce qui peut merder va merder. Comme disait Laurent, il n'y a pas un truc qui va marcher. Mais c'est de sa faute. And I was just wondering if you'd had any new vehicles stolen off the lot in the past couple of weeks. Ce qui est génial, c'est que c'est de sa faute. C'est pas parce qu'elle est particulièrement géniale, elle. C'est que lui est tellement con qu'il arrive à se trahir lui-même. Mr. Lundegaard. De toute façon, ils sont tous cons. Tu les vois, carrément, t'as les kidnappeurs qui appellent le mec. Il est sur sa ligne privée. Tu te dis que les flics auraient pu le mettre sur écoute. Enfin, tu vois, c'est quand même vraiment pas. C'est des amateurs, quoi. How's Jean? Who's Jean? My wife. What the... Pour revenir à Messi, il faut dire qu'il a 46 ans dans le film. Wow. Ça veut dire qu'en gros, il a fait des milliards de trucs au théâtre, à la télé, il a fait beaucoup de choses. Mais il y a 46 ans, il débute réellement dans la liste A. Et c'est quand même, tu vois, il est mature, quoi. Je veux dire, donc c'est vraiment un acteur accompli et il fait le maximum qu'il pouvait faire sur ce personnage. Absolument. Il s'est investi de façon extraordinaire. Il est presque touchant par moments, tant il est nul. Et il est épouvantable, c'est-à-dire il risque la vie de sa femme qui finit par en mourir. Il veut escroquer son beau-père et tout. C'est un type monstrueux en réalité. Vraiment. Mais il a cette espèce d'innocence et de candeur que dégage William Messi. Il ressemble à une poupée de ventriloquiste, mais il a poursuivi les frères Cohen de ses assiduités, parce qu'en fait, il a payé son propre billet d'avion. Il a fait un premier casting, je crois, à Los Angeles, puis il a payé son billet d'avion pour aller à New York, et il leur a dit, c'est moi le rôle. Je voulais juste être sûr que vous engageriez personne d'autre, et il leur a dit, si vous m'engagez pas, je tue votre chien. Il leur a dit comme ça, en riant bien sûr, mais il savait que ce film allait complètement bouleverser sa carrière. Mais moi, il m'a fait penser, il a beaucoup travaillé avec David Mamet avant, et il aurait très bien pu être dans Glengarry Glen Ross. C'est cette espèce de course du rat. C'est Willy Loman, tu vois, c'est une autre version du commis mauvais voyageur, quoi. Complètement. Mais il a cette espèce de regard bleu enfantin, complètement écarquillé sans arrêt, et tu lis dans son regard. Ça, c'est un immense acteur. Tu lis le vide. I answered the darn... I'm cooperating here. And there's no... C'est fantastique d'arriver à transcrire ça. Extraordinaire. Vide. Ah ouais. Et tu connaissais Buscemi, Laurent, avant? Tu l'avais vu dans quoi, Buscemi? Dans Reservoir Dogs. Ouais, c'est ça. Et ça tourne à Manhattan, c'était avant aussi, non? Ouais, puis je crois qu'on le voit dans Barton Fink, qui fait pas le groom. Si. On l'avait vu dans plusieurs films, mais des petits rôles souvent, pas des films très marquants. Non, mais c'est quand même. Il y a un côté presque un peu, tu vois, dans la caractérisation. C'est ça aussi qui peut plaire à quelqu'un comme Polanski, c'est que t'as l'impression que c'est presque des dessins, les mecs. Hein. C'est-à-dire, tu pourrais les dessiner un peu, les deux tueurs, tu vois, avec intéressant, une grosse masse et c'est très caricatural. Enfin, ça un peu, quoi. Absolument, mais même quand on voit le mari de Marge, qui est joué par ce merveilleux acteur dont je parlais, et puis il faisait le Zodiac Killer, c'est John Carroll Lynch, c'est ça le nom? Oui, c'est ça. Et ça a été aussi le début de sa carrière, parce qu'après, c'est devenu un des grands seconds rôles du cinéma. Je sais pas si vous l'avez vu dans le rôle de Twisty le clown dans American Horror Story, où il est particulièrement terrifiant. Oui, formidable. Ouais. Donc c'est un très très grand acteur, et les frères Cohen sont des très grands casteurs, comme tous les grands metteurs en scène.
on voit donc Peter Stormare qu'ils vont chercher en Suède quasiment. C'est étonnant ça. Et qui est vraiment hallucinant. Tu sais qu'il est resté pour ce rôle. Enfin, je veux dire, il reste pour ce rôle alors qu'il y a un journée 150 depuis. Mais il y a un groupe de rock qui s'appelle Le Blond de Fargo. C'est vrai. C'est quand même hallucinant, tu vois. Et on se rappelle de lui que pour ce rôle. Il a quand même joué le diable dans Constantine. Il a joué des rôles quand même marquants, des vrais grands rôles. Mais on se rappelle quand même, je sais pas s'il est pas dans un John Wick, on le voit quand même passer tout le temps, il a remplacé un petit peu Klaus Kinski en version moins cinglée dans la vie, si tu veux. C'est pas faux, mais... Parce qu'il est dans Minority Report, tu te rappelles, dans Minority Report, il fait un rôle qu'aurait très bien pu faire Kinski, tu vois. Un chirurgien, ouais. Ouais, un chirurgien dément. Et il a un moment qui est absolument extraordinaire, Peter Stormare, tu sais, c'est quand Buscemi blessé revient dans la cabane, et il voit la femme, l'otage morte par terre. Ouais. Et et Stormare, devant sa télé, l'œil mort, lui répond She started shrieking, c'est hallucinant, c'est incroyable. Il n'y a que lui qui peut glaçant, ça. C'est glaçant, effectivement. Et puis on peut noter d'ailleurs que sur cette télévision, on a un caméo de Bruce Campbell dans un soap opéra qu'il avait tourné dans le Minnesota à l'époque, parce qu'il est issu de la même bande que les frères Cohen et que Sam Raimi. Voilà, c'est brillantissime le casting. Tu pourrais cheater tous les petits rôles. Et il y a des petits rôles. Alors là aussi, c'est très Cohen. Et il y a trois grandes scènes qui ne servent à rien dans le film, à rien, et qui sont jouées par des seconds rôles extraordinaires. C'est ce déjeuner qu'elle a avec cet ancien copain japonais. I was married to... You mind if I sit over here? I was married to Linda Cooksey. No, why don't you sit over there? I prefer that. Qui en fait est un mythomane plus ou moins dangereux. Et on ne sait pas à quoi ça sert dans le film, ça sert à rien. Il est bien l'acteur, d'ailleurs. C'est un comique. Il vient. Ouais. Moi, je pense génial. Ils ont mis surtout la scène avec le japonais, qui est la scène effectivement où si tu la coupes, ça change absolument rien à l'histoire. Et je crois que justement ils ont fait ça pour que ça donne un sentiment de réalité, tu vois. C'est-à-dire que ces films où surtout les thrillers, les films où chaque scène est là pour dire un truc sur l'intrigue, c'est vrai, mécanique, machin. Et tout d'un coup, en foutant une scène comme ça, complètement gratuite, qui est de la pure caractérisation en fait, parce que c'est pas du tout lié à l'intrigue principale, ça donne un sentiment en fait que ce n'est pas qu'un thriller, tu vois, bien agencé. C'est vrai. Mais ceci dit, j'ai lu que dans cette scène, Marge se rendait compte que beaucoup de gens étaient capables de mentir et que tout d'un coup, elle réalisait que Jerry lui avait raconté des cracks. Et c'était un des trucs qui était un petit peu un déclencheur du fait qu'elle repartait chez lui. Et t'as vu quand il s'évade, c'est l'évasion au ralenti la plus lente de l'histoire du cinéma. T'as vu dans sa petite voiture. C'est pas drôle ça. Il y a, dans le même style, t'as la scène avec les deux prostituées blondes dans un troquet où Marge les interroge, qui est un chef-d'œuvre absolu. Où t'as deux filles qui disent et qui font ya, oh ya, ya. Et c'est absolument fantastique cette scène. You know, like a subconscious type of thing. Oh yeah, that can happen. Yeah. Hey, they said they were going to the Twin Cities. Oh yeah? Yeah. Qui sert à pas grand-chose non plus. Et c'est pour moi une des plus magnifiques, c'est le face-à-face entre Buscemi. Hi, how you doing? Yeah, I decided not to park here. Qui veut pas payer son parking et l'employé du parking qui veut pas le laisser sortir. Well, I'm sorry, sir. We still got to charge you the $4. Où Buscemi est tellement con qu'il est prêt à faire tout foirer pour économiser $4. C'est extraordinaire. Et ça prend des proportions énormes. Tu te dis, il va le flinguer. I guess you think you're, like an authority figure? That stupid fucking uniform, huh, buddy? En plus, il a la joue déchiquetée avec cette espèce de Kleenex pourri et c'est une espèce de momie. Il est devenu un monstre de Universal, mais version Minnesota, quoi. C'est extraordinaire, quoi. On peut parler un petit peu, Laurent, de Roger Deakins, parce que quand même, c'est un travail absolument sublime en termes de lumière. Roger Deakins, il avait déjà fait des films avec eux, non? C'est pas le premier. Il me semble, oui. Il me semble qu'il avait... je pense qu'il a Miller's Crossing, probablement. Barber, c'était avant ou après? Lequel, pardon? The Barber. The Barber, c'est The Man Who Wasn't There, c'est ça, c'est après. Non, ouais, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il avait pas fait le grand saut, si, je pense. C'est très possible, effectivement, ouais, mais il fait un travail absolument magnifique. Et il y a un magnifique travail aussi de Carter Burwell sur la musique. Parce qu'en fait, cette musique qui est tirée d'un chant folklorique norvégien ou scandinave est très émouvant et nous ramène et en fait recadre le film.
Parce qu'on est dans la parodie, dans la comédie, on voit ces gens qui sont des clowns. Et en fait, d'un coup, cette musique te dit non, c'est sérieux, les gars. On rigole, on n'est pas là pour rigoler. Il y a quand même des morts. Il y a quand même des morts, c'est ça. Et je trouve que quand même s'il porte ce regard d'entomologie sur cette petite civilisation, il y a quand même de la tendresse pour eux. C'est un peu comme Tim Burton avec Ed Wood. J'ai pas l'impression qu'il se moque d'eux. Vous avez senti de la moquerie, vous, ou pas? But then Mrs. Mora, she heard about the homicides down here and thought I should call it in, so I called it in. Un peu, quand même, faut être honnête. Un peu. C'est quand même un portrait de la bêtise. T'as quand même un truc sur la bêtise et sur Ouais, c'est ça qui est quand même qui ressort du film beaucoup quand même. Hein. C'est un film. Mais il y a un vrai centre moral avec Marge quand même, parce que quand elle est dans cette voiture à la fin et qu'on leur dit mais pourquoi pour $80 000 vous avez tué 4 personnes, c'est magnifique cette scène. Oui, elle lui dit en gros il y a mieux dans la vie que d'assassiner les gens. C'est une belle morale, ouais. Ouais, moi, ce qui m'a frappé en le revoyant quand même, c'est l'extrême simplicité de la mise en scène. Hein, c'est-à-dire que tu regardes vraiment la façon dont c'est filmé, souvent des plans par-dessus épaule, tu vois, quand les gens se parlent. Enfin, il n'y a pas de volonté de faire du show-off. Ils vont vraiment à l'économie tout le temps. Et quand il y a un mouvement de caméra, souvent, hein, ça a un vrai sens. C'est-à-dire, tu vois, je crois que le premier mouvement de caméra, moi, que j'ai remarqué dans le film, c'est vraiment au bout d'une demi-heure, quand tu vois cette espèce de mouvement d'avancée sur le lit où elle dort, tu vois, où on sent que tout d'un coup, on rentre dans un nouveau chapitre du film. C'est-à-dire que justement, ils mettent un mouvement parce qu'on te montre que ça, c'est autre chose, tu vois. On passe ailleurs, dans un autre univers, quoi. Grande mise en scène. Il y a un plan aussi de mise en scène qui est très fort et très simple en même temps. C'est quand les deux tueurs arrivent à Brainerd, tu sais, en voiture, et qu'il y a cette espèce de travelling bizarre compensé sur la statue, l'énorme statue de bûcheron, tu sais, qui est à la fois présenté comme une espèce de King Kong avec une hache dans les mains, et qui, comme le destin, quoi. On se dit, tu rentres à Brainerd, tu ne t'en sortiras plus. Exactement, avec cette musique qui est le Fatum, qui est en marche, et filmé comme un film d'horreur. C'est un kaiju, t'as vu, c'est un monstre, effectivement. Il y a un autre mouvement à la fin, là, c'est quand elle arrive avec son flingue et qu'elle voit l'autre en train de finir de foutre le mec dans le broyeur, là, tu vois, où tu vois que là, il y a aussi un mouvement, comme si on était à nouveau dans un autre degré, tu vois, d'horreur, quoi. C'est vrai. Et puis avec une symétrie, quand elle pourchasse Gaër Grimsrud sur la glace, ça rappelle un peu comment Gaër a tué les gens qui étaient malheureusement témoins de la mort du flic, qui était extraordinairement bien faite, parce que t'as vu, Gaër tout d'un coup part dans la violence, lui met le flingue sur la tempe, et il y a un tout petit geyser de sang qui part, et c'est d'une violence encore pire que n'importe quel film de zombies, quoi. Non, visuellement, le film, de toute façon, malgré cette simplicité, il est extrêmement fort. Hein, c'est-à-dire sur la façon de jouer avec les paysages enneigés, les compositions comme ça, avec les voitures, avec recouvertes par la neige, enfin dans des plans vachement pris de très haut comme ça. Et puis surtout, t'as un motif visuel ça m'a frappé quand je l'ai revu. Il y a souvent des personnages avec des fenêtres derrière, tu vois, où le paysage est toujours là. C'est-à-dire que tu vois, et puis tu vois des voitures aussi. Tu sais, dans la fameuse station-service enfin dans le garage où travaille William Macy, t'arrêtes pas de voir des voitures, tu vois, derrière de l'autoroute qui vont et viennent dans un sens, dans l'autre, comme ça. Et même dans la scène où t'as Buscemi qui est en train de baiser une fille, et puis tout d'un coup t'as l'Indien, tu sais, qui débarque comme ça pour le prendre et tout. Et tu t'aperçois qu'en fait, c'est la chambre où il est, les fenêtres sont sans volets, et tu vois l'extérieur aussi, alors que tu te dis que normalement, un metteur en scène aurait mis des rideaux, tu vois, ou des choses comme ça. Il y a toujours l'extérieur qui est visible, avec des fenêtres ou des baies vitrées ou des choses comme ça. Et l'humour naît parfois de choses très très simples. Par exemple, je pense au moment où Buscemi enterre la mallette, tu sais, dans la neige. Avant de choisir son endroit, tu sais, il regarde à droite, et tu vois un paysage en perspective blanc, avec rien, et il regarde à gauche, et c'est pareil, une grande perspective blanche. Je souris, parce que le mec, il est au milieu de rien. C'est exactement ça, c'est tout à fait surréaliste, quoi. Mais on peut justement faire une transition là sur une figure tragique qui a tourné autour du film, qui est une jeune femme qui s'appelle Takako Konishi, vous la connaissez? Et non. C'est une jeune femme il y a eu un film qui a été fait qui s'appelle Kumiko Treasure Hunter, chasseuse de trésors, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est partie du Japon
pour retrouver son amant américain, et elle s'est rendue compte, je crois, qu'il était marié ou je sais pas quoi, et elle est devenue un peu folle, et elle a pensé que Fargo était une histoire vraie, et elle est allée chercher la mallette enterrée par Buscemi, et elle est morte dans la neige. Elle a été retrouvée par les flics. Donc et le film a été fait, c'est un film que vous pouvez trouver, Kumiko la chasseuse de trésors, et qui est avec cette jeune actrice japonaise qui jouait dans Babel, dont j'ai oublié le nom, mais c'est un film étonnant et une histoire terrible. L'argent a été retrouvé dans la première saison de Fargo. Ah, c'est ça, voilà, ouais. My God. Il y a un truc pour alléger un peu l'histoire et qui sont des détails mais qui sont de l'humour aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il fait l'amour, Buscemi, il a toujours une fille sur lui. Il a sa position préférée, t'as vu? Oui, puis c'est toujours, tu sais, la fille, elle fait des bonds presque de 2 mètres, tu sais, c'est très parodique. Ouais. Il y a un côté un peu Tex Avery presque, tu sais, dans ce personnage, quoi. Tu vois. C'est vrai. Mais quand elle le décrivent comme le funny looking guy, tu vois bien que les frères Cohen, ils ont écrit le rôle pour Buscemi, quoi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce qui est génial, c'est qu'elle lui dit funny like what? Et elle répond funnier than most. Et c'est lui qui est très bien aussi, parce qu'en fait, Messi a des colères de faible. Tu sais, ça m'a rappelé John Cazale quand il s'énerve après Michael. Il y a aucun impact. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tout d'un coup, tu vois Shep, le chef indien, qui écoute Marge et qui a sa colère qui monte, et il est 10 fois plus terrifiant sans même ouvrir la bouche, si tu veux. Et on n'a pas parlé aussi de Harve Pernell, Philippe. This could work out real good for me and Gene and Scotty. Gene and Scotty never have to worry. Qui est très bien le père. C'est un chanteur, qui a joué dans des films musicaux dans les années 50, 60. Incroyable. Et qui était une voix de baryton comme ça. Enfin, il était surtout connu pour ça. Il a fait des rôles normaux aussi. Mais là, il est extraordinaire parce qu'il est... c'est un gros salopard de capitaliste qui hésite aussi à balancer son pognon pour sauver sa fille. Avec l'avocat qui est très bien. Son avocat est formidable aussi. Ouais. Ils sont tous les deux. Il n'y a pas d'impact émotionnel pour lui. C'est sa fille, d'accord, mais c'est son pognon aussi. C'est un peu Getty, comment Christopher Plummer, tu sais, dans le truc sur Getty, là, le enlèvement de Getty. Exactement, effectivement. Le mec est censé être très riche, mais tu regardes, il est fringué en survette, tu vois. Enfin, ils essayent pas de montrer, d'habiller le mec comme le riche, quoi. C'est-à-dire qu'il est presque que les autres, tu vois. Quoi. Il est riche pour Brainerd, quoi. Mais c'est vrai que c'est la force du casting des frères Cohen d'aller chercher les acteurs comme ça qui ont eu des carrières qu'ils ont dû voir quand ils étaient petits à la télévision et qu'ils les ramènent. Et c'est vachement intéressant parce qu'on les connaît pas, donc on est encore plus impliqué, comme je le disais, dans l'histoire. Mais savez-vous combien de fois ils disent le mot ya? Ya? Oh ya? Ouais. 179 fois. Tu m'étonnes. Yeah. Autant de fois que le mot fuck dans Goodfellas. Dans Scarface, exactement. Oh ya. Mais Macy's apporte énormément au personnage. C'est lui qui a l'idée de répéter avant qu'il n'aille de dire à son beau-père ce qui s'est passé. Tu sais, on le voit répéter plusieurs fois. Et ça fait penser à You Talking to Me. C'est des grandes scènes de cinéma. Et c'est lui, c'est Macy. Donc il est totalement. C'est le casting is destiny, comme disait notre ami Milos Forman. C'est qu'une fois que tu as choisi le bon acteur, c'est bon, quoi. Ouais. Moi, c'est mon film préféré d'eux. Enfin, dans ce qu'ils ont fait après, il y a rien, même No Country for Old Men. Pour moi, c'est pas aussi bon que ça. Enfin, je trouve que c'est. Moi, c'est Barton Fink. Je trouve Barton Fink est à égalité, mais moins attendrissant que Fargo. Moi, c'est Fargo aussi. Mon préféré, c'est Fargo, et j'aime beaucoup le Big Lebowski, bien sûr, mais j'ai aussi une tendresse dans les plus récents pour Hail Caesar et surtout la balade de Buster Scruggs, qui est un peu pas tout à fait la même chose. Hail Caesar, ils ont refait un film, c'est le premier, je crois, où ils font un film avec que des cons. C'est vrai. C'est vrai, hein. Mais dans la trilogie de cons joués, dans la trilogie de cons joués par Clooney, je crois que c'est une trilogie, mon préféré c'est celui de El César, où il est tout le temps habillé en centurion, t'as vu, il sait pas du tout ce qui lui arrive. Il est extraordinaire. Il est fantastique, il ne comprend rien. Rien. Mais Hail Caesar, vous aviez remarqué qu'il y avait Christophe Lambert dedans? Tu parles. Une scène. Et le Kurgan de Highlander aussi. Exactement. Qui fait un centurion. Ouais. Parce qu'on parle du génie du casting, mais là quand même Christophe Lambert dans Hail Caesar en metteur en scène, enfin c'est quand même très improbable. Il est d'ailleurs pas très bon, hein, mais tu te demandes avec un pull, je me souviens, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher Christophe Lambert pour jouer ça, tu vois. Je pense en fait que tu sais que le personnage principal de Hail Caesar c'est Josh Brolin.
Et Lambert et Brolin ont été mariés tous les deux à Diane Lane. Alors peut-être qu'ils étaient potes, je sais pas, tu vois, et que c'est quand les mecs ont dit on aimerait un Français, il leur a C'est très proposé. possible, mais c'est bordure caméo. Il a simplement une toute petite scène. Et Toi, quand tu le connais, peut-être que les Américains font pas gaffe parce qu'ils le connaissent pas, mais on se dit qu'est-ce que Lambert vient foutre là-dedans, tu vois. puis il a beaucoup changé physiquement. C'est pas tout à fait Greystoke non plus, hein. Mais il y a un truc qui est étonnant, c'est que alors ouais, en quiz, vous savez quels sont les 2 autres films très connus qui ont prétendu être une histoire vraie dans leur marketing? Ils sont pas. Et qui ne le sont pas à l'arrivée. Qui sont inspirés de faits réels peut-être, mais pas. C'est Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Et l'autre, c'est bien évidemment Blair Witch Project, où tout le monde croyait qu'ils avaient véritablement disparu dans la forêt. Ah ouais. Mais vous savez que c'était Richard Jenkins qui était pressenti également pour le rôle de Jerry et qui justement retrouverait heureusement les frères Coen par la suite dans Burn After Reading et d'autres films. Autre film avec des débiles mentaux. Burn Ouais, After exactement. Le casting est parfait là, mais il y a plein d'autres comédiens, je pense, qui auraient pu tenir ces rôles hein, et qui les auraient sûrement tenus aussi bien. Enfin, t'aurais bien vu Woody Harrelson là-dedans quelque part, tu vois, peut-être dans le rôle de l'abruti, ou même Jean Reno par exemple en abruti, les cheveux peroxydés qui dit rien, tu vois, t'aurais pu le voir aussi, tu vois, parce qu'il a cette même inertie un peu et cette bêtise, tu vois, dans les yeux comme ça, comme quand tu vois Léon ou ça aurait pu tout à fait le faire. Mais c'est en ça que c'est aussi bien écrit, c'est-à-dire que tu te dis c'est pas limité, tu vois, à un seul personnage. Elle, je pense qu'il y a d'autres actrices aussi qui auraient pu tenir ce rôle. Par exemple, même la femme de William Macy là, qui est en fait, tu sais, celle qui joue dans Desperate Housewives, Felicity Huffman, tu vois, ou des actrices. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ou l'autre là, la femme de Soprano là, comment vous avez évoqué. Edie Falco. Voilà, Eddie Falco, tu vois, on aurait pu. Mais ils ont pensé également à Jeffrey Jones pour Jerry et ils ont évité une balle, comme on dit en Amérique là. S'ils avaient pris Jeffrey Jones, ça aurait été très problématique d'aimer le film aujourd'hui, si tu veux, avec un type qui est cancel à ce point-là. Mais en tout cas, le film donnerait des carrières magnifiques à Stormare, Buscemi, Macy, parce qu'on les retrouve après dans des blockbusters. Tu vois, Stormare et Buscemi dans Armageddon. Michael Bay est très fan des castings des frères Coen. Et dans Jurassic Park, t'as Stormare et Macy aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Stormare se fait dévorer par des petites créatures préhistoriques. Je vous invite à regarder le trucage sur YouTube parce qu'il a des trucs en plastique sur lui et c'est à pleurer de rire. Mais on peut peut-être dire un mot de la série télé parce que moi j'en ai vu essentiellement 3 saisons, je crois, ou un peu la 4e. Moi j'ai vraiment été emballé que par la première en fait, alors que t'en as qui aussi. Ou la deuxième et tout ça, mais la première est en fait la plus proche hein, du style un peu du film. Avec Martin Freeman, c'est ça, avec l'anglais qui jouait dans The Office. Yeah. Ouais. Hey, Lester. Alors ils essayent des surtout choses. qui étaient reliées. Elle était reliée scénaristiquement au vrai Fargo. C'est ça. Par la mallette et par des trucs là, comme après, ça. Ouais. Le deuxième, j'avais complètement décroché, alors que certains disent que c'est la meilleure saison, enfin, où t'as des histoires d'extraterrestres. C'est pas celui où Ewan McGregor joue des jumeaux? Non, c'est le troisième, ça. Troisième, ok. Parce qu'il y en a une avec Chris Rock aussi sur la mafia africaine-américaine ou je sais pas quoi, dans le Minnesota. J'ai pas vu celle-là, ouais. Mais vraiment, la première, j'avais trouvé vraiment ça pas mal, tu vois. Presque, bon, peut-être pas aussi bien que le film, parce que c'est toujours. Mais vraiment, vraiment bien, quoi, tu vois. Et, oui, c'est vrai. Ils ont quand même fait combien de saisons à l'arrivée 4 5. Au moins 5. 5, ouais, tu vois, ouais. Mais ils avaient la bénédiction des frères Coen et ils jouaient dans le bac à sable des frères Coen en parlant de personnages qui auraient pu tout à fait se trouver dans leur film. Je les ai pas vus, mais ils avaient plutôt une bonne publicité. Je voudrais parler une petite seconde d'un truc extraordinaire qu'a fait Buscemi, c'est qu'il ne s'est pas fait refaire les dents. Vous avez vu, il a une dentition très particulière et ça, à Hollywood, ça n'arrive jamais. Il y a une fille dans le dernier White Lotus comme ça et finalement à l'arrivée, ça les sert plus. Mais t'imagines les agents, tous les gens qui ont dû lui dire mais arrête, va vite faire. Et lui, non, il a su qu'il aurait plus de travail en ne faisant pas refaire ses dents. Ce qui est génial. S'il avait eu. Voilà. White Lotus, t'en as même 2 qui ont les dents complètement. T'as la fille, là, quand Charlotte Lebon, tu vois aussi qu'elle a des dents un peu bizarres, quoi. Tu vois, mais finalement, les gens sont fatigués de ces dents blanches parfaites sur des sourires américains. Je crois qu'on en a un peu marre de ça. C'est un petit peu démodé. Mais moi, je trouve qu'on parle de Buscemi, je trouve qu'il est très séduisant, Buscemi. Parce qu'en fait, on imagine toujours que c'était cette espèce de petit personnage, une espèce de Peter Lorre maigre, mais tu le vois dans Boardwalk Empire, où tu vois même il a fait des photos de mode plus récemment, et c'est un type qui a un charme fou. Il a des beaux cheveux, moi je trouve qu'il est vraiment très séduisant, Buscemi. C'est moins évident dans Fargo quand même. Cachez votre enthousiasme.
Mais il crée ce personnage extraordinaire et c'est vrai lui a un dialogue, il n'arrête pas de parler alors que l'autre est parfaitement mutique et ils font un des grands couples de larrons de l'histoire du cinéma. Stormare, il parle jamais beaucoup, hein, même dans les autres films, non? Enfin, en tout cas, les films américains. C'est-à-dire quand il joue un méchant, en général, il a un accent où il est plus parodique, si tu veux. Mais là, vraiment, il joue une masse monolithique. Et il y a une scène qui est très bien, c'est quand on voit. Mais ici, on voit la vraie personnalité, c'est quand il essaie de vendre son true coat, tu sais, à ses pauvres clients dans sa concession automobile. Et il paraît que c'était verbatim un truc qu'a vécu un des frères Cohen. Ils ont repris exactement le dialogue d'un type qui essayait de les entuber comme ça sur une voiture, quoi. Ouais. Mais celui-là est quand même très bien construit, tu vois. Il y a pas, moi, par exemple, dans No Country for Old Men, on en avait parlé, je crois, une fois. Je trouve que c'est beaucoup moins parfait. Je n'aime pas du tout le côté de la confrontation, tu vois, avec Brolin et Bardem, où tu sais pas qui a tué Brolin à la fin. C'est pas clair du tout. Ça se termine en plus sur Tommy Lee Jones. Enfin, j'aime pas du tout la fin, moi, de No Country for Old Men, tu vois. Alors peut-être parce Comme que s'il nous refusait un petit peu le plaisir qu'on aurait pu avoir avec quelque chose un peu plus classique, ouais. Ouais, mais je crois pas que ça aurait été moins bien s'il l'avait fait quand même de manière plus classique. Parce que moi, ça me gêne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je comprends pas qui a tué Brolin, où tu peux même rater le moment où tu le vois mort, je trouve qu'il y a un truc qui marche pas, quoi. Ouais. Mais il y a un truc, on parlait de comédie, mais c'est un peu aussi les débuts de la cringe comédie. Bon, on avait vu ça dans les années 70, on avait vu ça avec bien évidemment la valse des pantins, mais c'est un humour très noir, de malaise. C'est cette comédie de malaise qu'on retrouvait dans The Office et qui deviendrait quasiment le seul genre de comédie qu'on fait aujourd'hui, qui est cette espèce de truc très noir, très sarcastique. Donc ils sont précurseurs aussi à ce niveau-là quand même. Ah oui, d'ailleurs, le moment le plus... C'est le premier, d'ailleurs, dans le film, je crois, le plus représentatif de ça, c'est quand le premier interrogatoire de Marge et Macy. What is it all about? Huh? Do you mind if I sit down? Carrying quite a load here. You're the owner here, Mr. Lundegaard? Quand on va le voir, et quand je te dis, on le voit s'enfoncer tout seul, et elle le regarde, le juge, elle a ce regard très, très froid, finalement, alors qu'elle est gentille comme tout et souriante, mais elle le regarde comme pour ce qu'il est, c'est-à-dire une espèce de merde inconséquente. Et c'est un moment très embarrassant, en fait. Absolument. Tais-toi, arrête, ne dis rien. Mais il y a aussi une parenté un peu quelque part avec avec l'univers de Lynch un peu, parce que t'as cette espèce de personnage complètement pur, hein, de Marge comme ça, qui a l'air d'être presque la bonté, la simplicité, dans un univers avec des gens complètement dégénérés autour, tu vois. Et elle garde cette espèce de pureté comme ça. Et ça, Lynch, il fait souvent ça. Puis le fait qu'il y a aussi les paysages, tu vois. Tous ces comédiens, t'aurais pu les voir dans des Lynch. Hein, t'aurais bien pu voir, je sais pas, Frances McDormand faire la femme à la bûche dans Twin Peaks, tu vois. T'aurais pu voir William Macy ou comment Steve Buscemi, t'aurais pu les voir aussi, que ce soit dans une histoire vraie ou tu vois, il y a un peu ce goût pour une Americana un peu étrange, quoi, tu vois, comme ça. Absolument. Qui tire un peu sur l'étrange, quoi. C'est vrai. Les scènes qui sont magnifiques aussi, c'est les scènes de coups de téléphone où Messi est obligé de justifier le fait qu'il a volé de l'argent, tu sais, que le mec commence à mettre petit à petit son avocat sur le coup. Ça, on le voit aussi s'enfoncer et se noyer petit à petit de façon merveilleuse. Et puis cette espèce de mépris qu'a son beau-père pour lui, il sait exactement ce que représente Macy, il l'épargne parce que c'est le mari de sa fille, exactement. Il sait exactement ce qu'est Macy, il le voit pour ce qu'il est. Et Messi est tellement horrible que quand on lui dit et Scotty, il est au courant, il fait oh Scotty, il avait oublié son fils. Now is Scotty gonna be all right? Yeah, geez, Scotty. Et il va voir le pauvre Scotty et t'as le plan le plus tragique peut-être de l'histoire du cinéma, c'est quand on ferme la porte et que t'as le joueur d'accordéon sur le poster, tu sais. C'est une solitude de cet enfant. Et le personnage de la femme, celle qui est kidnappée, qui est réduite au ridicule le plus total, c'est-à-dire qu'ils lui mettent un sac sur la tête, elle se cogne dans les arbres, elle tombe, etc. Ils sont morts de rire, les deux. Ouais, c'est cartoon, c'est comique, c'est ça, quoi. Ouais. C'est comme un poulet à qui on a coupé la tête, tu sais, qui court comme ça. La scène que j'aime bien, c'est tu sais, quand ils arrivent chez elle, en fait, tu la vois, je sais pas si elle est en train de repasser en regardant la télé ou je sais pas quoi, puis elle voit ces mecs qui arrivent avec des cagoules, tu sais,
carrément qu'ils se cachent pas, quoi, qu'ils sont carrément pile devant la vitre comme ça avec des baramines. Extraordinaire. Et tu vois la fille qui se dit non mais ils vont pas rentrer, tu vois, qui casse. Et quand elle se barre pour se planquer dans la salle de bain où t'as une scène à la Shining, tu vois, avec Et alors ce qui est drôle, c'est que tout d'un coup tu vois l'autre en fait qui s'est fait mal et qui veut de l'onguent sur son doigt, tu vois, et tu vois carrément le mec qui commence à chercher en foutant ses empreintes partout, tu vois, dans l'armoire à pharmacie. Et en fait, il se regarde dans la glace et c'est là que tu comprends qu'il comprend qu'elle est là, quoi. C'est-à-dire qu'elle est derrière le rideau de douche. Extraordinaire. Et l'idée après où tu la vois fuir avec le rideau de douche sur elle, ça lui donne un côté fantôme, tu sais, comme ça, c'est vrai. La gueule dans l'escalier. Enfin, toute la scène de la salle de bain jusqu'à ce qu'elle se casse la gueule en bas, moi je trouve qu'elle est d'anthologie. Mais là, vous vous rendez compte, depuis le début, là, on parle de scènes, plein de scènes, de chapelets de scènes qui s'enfilent. C'est que c'est un film qui est d'une grande richesse. Il y a une autre scène que j'adore, c'est la scène où Buscemi prend une pute quand il va, je crois, en ville, tu sais. Et cette fille le regarde absolument dégoûtée, tu vois, vu, pendant tout le dîner. Avec un concert de José Feliciano, quoi. Tu vois. Ouais. Le mec qui fait les tournées dans des bleds de merde comme ça. Tu vois. C'est une espèce de le choix qu'a fait Buscemi d'incarner son rôle, qui est à l'inverse de celui de William Macy, qui est une espèce de candide naïf. L'autre, c'est un frimeur nul. Buscemi, il n'est jamais sympathique du tout, lui. Il est déplaisant, il est brutal, il est épouvantable. Ce que j'aime bien, c'est quand la fille décrit Peter Stormare en disant qu'il ressemblait au Marlboro Man. Alors que pas du tout. Et puis tu comprends qu'au départ, c'est l'Indien en fait qui tuyaute Macy avec, enfin le mec le garagiste indien là qui tuyaute Macy sur Buscemi, mais que l'autre n'était pas censé faire partie du package, quoi. C'est-à-dire que quand il dit il y a un autre mec et l'Indien dit mais l'autre je le connais pas, je suis pas garant. Et en fait, c'est l'autre qui fait tout dérailler, en fait, quoi. Ah, c'est très drôle. Mais dans la scène du japonais, tu sais, il avait un fat suit parce qu'il voulait avoir l'air un peu plus replay. Et elle avait son faux ventre. Et il paraît que quand il l'a pris dans ses bras au début, il a fait ces deux fat suits qui se tapaient l'un sur l'autre et ils étaient morts de rire. C'est des trucs de comédien, tu sais. Je me rappelais plus, là, en le revoyant, là, ça m'est revenu, mais je me rappelais plus la première fois que je l'ai vu que le japonais, en fait, était complètement mytho, tu sais, et qu'en fait, la fille n'était pas morte et qu'il avait jamais été marié avec. Et en fait, ça ajoute un truc à la scène, parce que la scène aurait pu être la même avec ce gars comme ça qui avait vu la fille à la télé, qui voulait la recontacter pour peut-être essayer de se la taper. Mais là, le fait que le mec soit en plus complètement mytho, ça ajoute encore une touche. Tu vois, absolument. la richesse. Et comme Marge est complètement une personne candide et un peu enfantine, tu vois que ça la dépasse complètement. La mythomanie, le mensonge, tu vois, elle comprend pas, quoi. Ça la dépasse. Ah oui, c'est des gens, quoi. Elle et son mari, c'est des espèces de purs, quoi. Tu les vois après à la fin, là, quand ils regardent la télé. Enfin, c'est deux personnages complètement atypiques dans un univers où ils sont tous obsédés par le fric, quoi. À part Marge et son mari, ils sont tous obsédés par l'argent. Non, même le mari, il est obsédé par le fric parce qu'il veut gagner son concours de timbre, là, de peinture pour le timbre, pour gagner la prime. Mais tu comprends, les tu sais qu'en plus, ils bouffent tout le temps, tu as remarqué, ils sont tout le temps en train de manger. Et ils se sont écrits une petite histoire de couple qu'on ne voit pas dans le film, mais comme quoi, tout d'un coup, ils auraient été tous les deux partie des forces de police, et lui aurait accepté de se retirer pour s'occuper du couple, si tu veux, parce qu'elle était plus douée pour le métier que lui, si tu veux. Ce qui explique pourquoi, quand il arrive au commissariat, il connaît tout le monde et tout, etc. Donc on le voit pas vraiment dans le film, mais ça donne un background, quoi. Il bouffe tout le temps parce qu'elle est enceinte, donc genre faut pour le bébé. Et puis lui, fait partie de ses maris, tu sais, qui accompagnent leur femme et qui mangent autant qu'elle quand elle est enceinte, quoi. C'est ça. Et puis c'est l'Amérique du comfort food et de ces buffets, tu sais, quand on la voit se servir et tout. Elle mange je sais pas combien de burgers dans le film où elle va s'acheter des trucs sur des McDrive, tu vois, où tu la vois prendre un burger à chaque fois et manger dans sa bagnole, tu vois. Mais je pense que, tu sais que la comédie s'est raréfiée de nos jours en Amérique, il y en a presque plus des comédies. Et je pense que c'est des films comme ça qui ont peut-être contribué à signer l'arrêt de la comédie, parce que tout d'un coup, tu as des films noirs qui sont aussi drôles qu'une comédie. Ça s'est déplacé, si tu veux. Faut voir comment ça fait rire, mais je pense que des gens beaucoup plus square comme ça, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à rire dès qu'il y a des morts, tu vois. Enfin, ça demande quand même une sorte de... C'est vrai. Parce que le film est drôle, mais c'est pas ouvertement une comédie non plus, parce que t'as des choses très gore quand même dedans, tu vois. Enfin, c'est un genre d'humour qui est plus anglais qu'américain, déjà. C'est-à-dire, c'est l'humour passe sans rire
et à double détente, c'est-à-dire, comme tu dis, c'est pas vraiment une comédie. Il n'empêche que si tu captes le mood, tu n'arrêtes pas de te marrer. Mais il faut le capter. Et c'est pas évident, tu vois. Ouais. Quand tu vois la tête de Stormare, tu rigoles. Pas tout le monde, tu vois. C'est vrai, parce qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin de In Cold Blood, de sang-froid aussi, tu sais, c'est le même genre de personnage, mais avec ce petit décalage cohénien qui fait la différence. Dans Orange Mécanique, tu peux te marrer, alors que la plupart des gens trouvent pas ça drôle du tout. Tu vois. Shining, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait vraiment penser, moi je trouve presque plus à Polanski qu'à Kubrick, d'une manière générale, les Coen, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont plus fans d'ailleurs, mais ce qui est terrible, la fin, quand Peter Stormare poursuit Buscemi avec son caleçon long, et tout d'un coup, c'est la mort en caleçon long et en chapka. Et c'est inéluctable. C'est terrifiant, t'as vu, comme ça fait. Il avec une hache, lui. Puis t'as vu, ça il se déclenche, quoi. Il est toujours vissé devant sa télé. D'un seul coup, il décide d'aller le tuer, et là, ça devient une machine, quoi. Mais à la fin, j'ai pensé aussi, quand elle arrive et qu'elle voit la maison, et qu'elle décide d'aller d'elle-même toute seule, c'est pas loin de Clarisse qui va affronter Buffalo Bill aussi. Oui, c'est vrai. Avec ses décors de neige. Les deux personnages ont quelque chose d'un peu iconique comme ça sur des personnages de femmes flics. Je veux dire, c'est deux personnages de femmes flics très forts du cinéma des années 90. Et peut-être même, je sais pas s'il y en a eu un autre depuis, un personnage de femme flic du cinéma américain comme ça, aussi fort que ces deux-là, quoi. Et elle a une expression formidable quand elle le voit en train de faire de la viande hachée avec Buscemi, tu sais, en train d'appuyer sur le pied, là. Et tu vois son expression, c'est pas du dégoût ni rien, elle est choquée, quoi. Elle est mécontente. Tu vois, c'est pas bien, quoi. Quand elle dit police, tu sais, elle lui montre son insigne sur le... À cause du bruit. Le mec était à demeurer, tu sais qu'il fallait lui montrer les images. Non, mais surtout, il y a trop de bruit, il l'entend pas. Il l'entend pas quand elle lui dit police. Donc c'est très, très drôle. Mais on termine sur une note optimiste, quand même, où elle lui dit 2 mois. Dans 2 mois, le bébé va naître, et tout d'un coup, la vie va reprendre le dessus sur cette espèce de mort qui a pesé sur Brennerd. Et tout ça pour rien. C'est-à-dire, ce qui est fantastique, c'est tu vois tout ça pour ça, quoi. Parce qu'un abruti a perdu de l'argent au jeu et qui décide de faire un truc absurde pour faire chanter son beau-père. Et tout ça déclenche des morts à n'en plus finir, d'un carnage. Il y a 6 morts. À l'arrivée, 6 morts, tu te rends compte? Ça pour Et à la rien. fin, tu as vu, sur le générique, c'est mis en scène par Joel Cohen. C'est qu'en fait, ils mettent le film en scène. Ils travaillent en amont ensemble, mais sur le plateau, les acteurs n'ont qu'un seul interlocuteur et l'autre s'efface un petit peu. Mais c'est un vrai travail ensemble. Et ils annoncent un film d'horreur là prochainement, donc j'espère que ce sera bien. De toute façon, ils travaillent plus ensemble maintenant aussi. J'ai l'impression qu'ils se sont séparés pour Hamlet, mais peut-être qu'ils reviennent pour le prochain, j'espère en tous les cas. Non, c'était Macbeth. Macbeth, pardon. Moi, j'ai vraiment trouvé ça pas terrible. Lui, Ethan, il a fait un film après comme réalisateur tout seul qui était vraiment pas terrible non plus, là, quoi, qui était avec Margaret Qualley là, sur 2 filles. Franchement, et tu te demandes s'il faut pas qu'ils soient tous les deux, tu vois, pour que ça soit magique. C'est évident. Cette alchimie-là, effectivement, c'est sûr. Ouais. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Fargo le dise ou qu'il se taise à tout jamais, vous connaissez la chanson? Je dis, moi, simplement que c'est un des très rares films que je connaisse personnellement qu'on peut revoir sans arrêt, pratiquement. Tu peux revoir, moi, je le vois une fois par an, quasiment. Je le vois tous les ans. Je ris en anticipation, tellement je connais bien le film. Tu vois, quand je vois quelqu'un apparaître, je me marre, parce que je sais ce qui va se passer dans la scène. Et c'est un film qui supporte parfaitement les revisions, mais comme rare, c'est très rare, quoi, les films comme ça. Absolument. Si, il y en a. Il y en a, mais pas tant que ça. Moi, il y en a que j'ai revu, je sais pas combien de fois, tu vois. Et... Le Pharmacien de garde et Cross. Et le dîner de con, par exemple. Moi, je peux le revoir 100 fois, tu vois. Enfin, je parle des films drôles, tu vois. Mais celui-là, en même temps, bon, tu le regardes pas comme une comédie quand même quand tu le revois. Hein. C'est pas un truc où tu dis, tiens, j'ai envie de me marrer, je vais regarder Fargo. Tu vois, c'est pas comme ça que tu abordes. Moi, je revois pas souvent, en fait, des films des frères Coen. Et c'est vrai que quand j'en revois un, c'est souvent Fargo. Ouais. Et puis tu sais, t'as ce côté un peu qui fait un peu western, ne serait-ce que le titre, tu vois, c'est la Wells Fargo, quoi. C'est vrai. Le côté de la diligence, quoi. Comment Wells Fargo, quoi. I love you, Margie. I love you, Norm.
Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans un chef-d'œuvre du 7e art. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signature, la fameuse catchphrase. Alors, Laurent Vachaud, bonjour, c'était vous. Philippe Sedbon, thanks a bunch. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, You Betcha, Darn Tootin. Et maintenant... Oh yeah. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Quoi que je fasse, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de mal à personne.